Cette semaine, dans le balado, on est au cœur d'étranges rêves et on venge tout en silence. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Alors, nous, on fera pas un podcast silencieux cette semaine. On aurait peut-être pu tenter l'expérience comme un film qui prend l'affiche. Ouais, si on était filmé, là, on aurait pu faire de quoi, mais un podcast audio en silence, c'est assez décevant. Ouais. Je me demandais si on aurait pu faire un jeu de mots avec... On crie cette semaine, on crie dans nos rêves et on se venge en silence, là, quelque chose comme ça. Oui. C'est pas mal. Et on crie dans nos rêves et on agit en silence. Ouais. Donc, cette semaine, une semaine assez tranquille, somme toute. Pas d'énormes sorties. Oui, c'est ça. On l'avait annoncé. Là, on est comme entre les sorties Thanksgiving puis les sorties de Noël. Fait il y a beaucoup de films, mais pas des sorties majeures. Mais il y a des petits bijoux là-dedans. Beaucoup de documentaires. Écoute, j'ai même pas pu tous les voir. Hein, non. Mais quand même un film que moi, j'attendais avec grande curiosité. Puis le retour quand même d'un maître du cinéma. Alors, on va voir... Qu'en est-il du résultat? Voilà. Sinon, petit tour d'horizon, ça fait du bien avec le retour, la fin de la grève, retour des productions à Hollywood. Quand même une semaine assez chargée en termes de nouvelles. Ben là, il y a une nouvelle, je pense que le tournage est complété. C'est Avatar qui prend d'assaut les écrans pas chaque Noël. Une fois de temps en temps à Noël. Là, on a annoncé, je pense que le tournage du 3 qui va se dérouler autour du monde du feu, le peuple du feu, je sais pas trop quoi, est complété. Mais là, on tombe en post-prod. Ouais. Et donc, le film sort en décembre 2025. Bien sûr. Il y en a pour 1 an et demi comme faux, plus après plein de mises en marché et tout. Fait que dans 2 ans, on a ça. Et on a reconfirmé les dates de sortie des volets 4 et 5 qui vont être en 2029 et 2031. Fait que si rien bouge, il y aura un 4 ans là, entre le 3 et le 4, puis après ça, 2 ans. Là. Fait j'imagine qu'ils vont retourner 4 puis 5 un peu en même temps, mais je sais que Cameron quand il a tourné le 2, il a tourné des images du 3 et du 4 là, par rapport, je pense, aux enfants, pas qu'ils vieillissent trop vite. Fait qu'ils sont plein d'affaires qui vont se servir en flashback. Puis, fait qu'il est comme... Il doit y avoir des disques durs, des gros tabarnouches de disques durs, plein de séquences de motion capture, de dialogue, qu'on va peut-être remettre ça, puis c'est un beau gros patchwork là, sur 20 ans, genre, de film. Écoute, oui, c'est assez une entreprise titanesque, si j'ose dire. Voilà. Donc, à suivre, encore 2 ans d'attente pour Avatar. Ouais, c'est ça. Puis là, je ne sais pas si ça va faire comme l'an dernier, c'est-à-dire que à peu près tous les autres films, c'était tassé. Il y avait du counter-programming, mais il n'y avait pas d'autres blockbusters. Alors que cette année, si vous remarquez un peu le line-up, ça se peut qu'il y ait plusieurs films qui vous intéressent. On dirait que toutes... Aquaman n'est pas ce que ça a déjà été parce que le DCU a perdu beaucoup de plumes, perdu des écailles. Mais fait que chaque distributeur sort quand même un gros canon, un Wonka. 3 Mousquetaires, c'est du counter-programming à ça, mais en tout cas, la couleur pourpre, Ferrari, plein d'affaires comme ça. Alors que quand c'était Aquaman, tout le monde s'était tassé, puis il y avait que ça. Fait que si ça t'intéresse pas, ou une fois que tu l'as vu, là, chaque cinéma le jouait dans 2-3 salles. C'était un peu moribond pour ça. Vu le succès du deuxième film, parce qu'on n'était pas certain à quel niveau ça aurait fonctionné. Il y avait quand même des petits sceptiques qui doutaient de Cameron, ce qu'il ne faut jamais faire. Alors là, j'ai l'impression que pour le 3, ça risque d'être un peu la même chose. J'ai l'impression que tout le monde... pour une semaine ou 2 après, là, ça va se tenir loin. Il y a comme une curiosité, tout le monde veut le voir, mais en même temps, on nous le met dans la gorge pas mal, là, je dis ça poliment, mais justement, le fait que tout le marché se tasse, les cinémas disent, c'est le film. Tu sais, fut une époque, il y a plusieurs années où on bifurque, là, mais tu sais, chaque cinéma avait des fois des exclusivités, puis un film était plus longtemps au cinéma, ça prenait du temps avant qu'il tombe en vie, en DVD, fait que tu pouvais garder un film très longtemps parce que l'offre était plus limitée. Aujourd'hui, les films ouvrent dans toutes les salles de cinéma. Je ne sais pas s'il y a plus ou moins de cinéma, là, mais les cinémas ont plus de salles et plus de mégaplex. Fait que si tu proposes ton film, prends Hunger Games par exemple, là, tu veux le voir le vendredi soir qui sort, il est complet dans tel cinéma, regarde ton cellulaire, probablement qu'il joue dans une demi-heure ou dans 1 heure dans un autre cinéma qui est à 8 km de chez vous, là, à part c'était vraiment en région, mais c'était dans les centres-villes, dans les centres et tout. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment, il faut pas refuser des gens au départ parce qu'ils vont pas revenir plus tard, ils vont juste aller ailleurs. Fait qu'il y a beaucoup cet effet-là. C'est pour ça que les films de super-héros, là, les Marvel, quand ils fonctionnent bien, ils font 310 millions au premier week-end. Là. Mettons les Avengers
les derniers. Puis deuxième week-end tombe à comme 110, puis après ça tombe à 50. C'est comme les gens sont allés massivement. Il y a eu de la place pour tout le monde. Il y en a qui sont allés le voir 2 fois en 3 jours. Mais après ça, comme c'est terminé. Fait que tu peux pas l'ouvrir une petite salle tranquille, puis ben tu pourras pas le durer pendant 12 semaines avec... bref. Fait qu'il y a un peu cet effet-là avec Avatar. Fait que là, quand c'est le seul film, ben je vais le mettre dans 2, dans 3 salles. Je veux pour ne rien refuser en français, en anglais, en 2D, en 3D, à toutes les 15 minutes. Je veux être sûr que si tu veux le voir, c'est chez nous que tu viens le voir. T'sais. Tout à fait. Très bon point. Bref, très bon on dirait qu'ils ont une moins longue durée de vie, puis faut que personne rate le bateau. Ben, restons dans la thématique film de Noël, parce qu'on a annoncé la magie de Noël. L'an prochain oui. Nosferatu de Robert Eggers quand même. Ouais, puis pas une version de Noël, hein, vraiment. Non, c'est ça. Ouais, puis Robert Eggers, son dernier film, c'était le Northman, hein, c'est ça, exact. Fait qu'il est dans le visuel très beau, très dark en général. C'était lui qui avait fait The Lighthouse aussi, il me semble, et The Witch. Fait que ça va être juste son 4e film, à moins que je me trompe. Mais des films très, très esthétiques, très iconiques. Vraiment. Gros casting, là, on l'avait peut-être, nous on avait parlé avant, en tout cas, c'était annoncé, là, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily Rose Depp. Il y a d'ailleurs déjà une photo qui circule là, de Rose Depp qu'on voit en noir et blanc avec l'ombre de Nosferatu vers elle et tout. Parce que le film est vraiment un remake du film de 1924 que j'oublie. Okay, on ne parle pas d'un récit ou d'un roman, c'est d'un film, genre? On s'inspire évidemment du roman de Bram Stoker à la base, mais c'est sûr que beaucoup de détails avaient été évacués dans le film là, de Nosferatu. Mais là, ce qui est très singulier, c'est que c'est ça. Puis ça, c'est un Universal Monster. Là, je sais plus s'ils font un univers, mais en tout cas, tous ces monstres-là classiques, là, Mommy, Dr. Jekyll, puis tout, ça appartient au studio Universal. Puis, fait que là, on annonce qu'on le sort le 25 décembre, mais il avait déjà annoncé que le prochain film d'horreur de Jordan Peele, qu'on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas le titre, mais il avait annoncé qu'il sortirait le 25 décembre 2024. Fait que là, c'est comme... On en discutait juste avant. C'est impossible qu'il y ait 2 films d'horreur. En plus, c'est du elevated horror, là, comme c'est pas un slasher pour tout le monde. C'est pour ceux qui aiment le genre, mettons. Qui sortent à Noël, dans le temps des fêtes, littéralement le jour de Noël, puis du même distributeur. Fait que je trouve ça complètement absurde. C'est sûr qu'il y en a un des deux qui bouge. Oui. Mais alors, pourquoi est-ce que... Ça se peut là, qu'il ait changé d'avis, pas de problème. On annonce Jordan Peele, hey, finalement, Nosferatu, on le met. Mais là, du coup, il aurait dû annoncer le changement de date de l'autre, mais non. Fait que ça va arriver dans quelques mois. On va annoncer. Quand on va probablement annoncer exactement c'est quoi le film de Peele, on va dire, finalement, il va sortir en juin ou en mars. Effectivement, moi, je mets un petit 2 là-dessus. Plus on navigue là-dedans, plus on regarde à long terme, plus on comprend que... Une date, là... oui, il y a eu des éléments dans les dernières années sur la pandémie, a joué pour beaucoup, la grève, des choses comme ça, mais je pense que naturellement, on projette une date qui nous semble intéressante dans le temps. Comme ça fait parler du film. Puis quand on se rapproche, on se dit, ça n'a pas de bon sens, puis il y a eu du retard, puis la post-prod n'est pas finie. Fait quand on repousse ça de 6 mois, puis voilà. Comme un peu Dune l'autre fois, repousser de 15, un autre film s'est tassé, ramené au 1, puis là, plus on voit des bandes annonces, plus on voit des choses, puis on se dit, OK, je pense que ça bouge plus, là. Je pense que c'est ça. Mais... ça peut toujours bouger jusqu'à temps qu'il soit réellement... que les billets soient en pré-vente et tout, là. Tout peut se passer. Sinon, écoute, il y a peut-être une comédienne qui s'est échappée cette semaine, Cailee Spaeny, qu'on peut voir dans le film Priscilla à l'affiche. Ouais. Elle est du prochain Alien Romulus, qui va sortir au mois d'août prochain. Ouais, je pense. Et puis, elle a révélé lors d'un entretien que le film va se dérouler entre le premier et le 2e. OK. Fait que ça, c'était secret ou c'était pas ce qui avait été annoncé? C'est la première fois que j'entends ça. En fait, il y avait comme rien qui était très filtré jusqu'à date, là. À moins que j'ai manqué la nouvelle, mais je pense que ça, c'est peut-être un petit oubli, là. Elle a peut-être pas consulté les gens du marketing. En même temps, j'imagine que c'est le genre de truc, à moins que ce soit le punch final, mais là, à ce moment-là, je pense pas qu'elle l'aurait dit. Fait que probablement que ça aurait été révélé avec une bande-annonce ou quelque chose. Que ça va venir. Mais fait que je trouve ça encore plus intéressant, honnêtement. C'est comme... excuse-moi, comme quand Tom Holland, là, il arrêtait pas de dire des affaires avec les Marvel quand il y avait toute l'ère des Avengers puis tout. Je ne sais pas s'il se mettait le pied dans la bouche ou si on se servait de tout ça ou c'était un heureux accident puis après on lui dit, tu sais, si on fait l'annonce, ça va être oublié, mais si ça a l'air d'être quelqu'un qui a dit quelque chose qu'il fallait pas dire, ben là, ça devient comme un secret puis là, tout le monde veut le savoir, tu sais.
Hein? Oui, il faut ne jamais faire confiance. Ouais. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout est illusion à Hollywood. Oui, on crée des films et de l'art, mais au fond, on fait de la promotion puis de l'argent. C'est clair, c'est tout le temps de la promotion à Hollywood. Mais moi, ça me donne le goût de le voir, honnêtement. Puis je trouve qu'il y a un écart de temps intéressant à explorer entre les deux films parce qu'effectivement, on sait que le personnage de Ripley, à la fin du premier, tombe en je ne sais pas trop comment on appelle Hibernation. ça. Oui, c'est ça. Dans l'espace, et les retrouver, écoute, je voulais aller voir, mais je pense comme plusieurs. Une 60aine d'années entre le 1 et le 2. Évidemment, elle n'a pas vieilli, mais donc on a eu le temps de coloniser la planète, tout ça, puis même si les aliens sont présents. Alors, j'ai hâte de voir. Ouais. Ça me donne espoir. Sinon, je suis juste content que ça se passe pas dans la timeline de Ridley Scott et de ses Prometheus. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Il y avait une bonne idée, mais c'était aussi la mode des préquels puis tout, mais je pense qu'il n'y avait pas une ligne assez claire. Puis de film en film, on ouvrait des portes, puis on disait « Ah, finalement, ce personnage-là est intéressant. » Mais pas tant que ça, finalement. Ouais, je suis même pas certain s'il avait prévu garder le Michael Fassbender, le David, aussi longtemps, ou si c'est juste que... finalement, il est intéressant. L'acteur est populaire, on va le garder, on va tourner autour de lui. Il va devenir super méchant. Puis, tu sais, toute la science puis la biologie faisait pas vraiment de sens, alors qu'on pensait que c'est ça qu'on allait suivre. Tu sais. D'où vient cette créature-là? Comment elle s'est ramassée sur cet astéroïde-là, ou je sais pas quoi, où il arrive dans le 1, mais tu sais, on partait à gauche puis à droite en mutation. Ça, c'est comme un demi qui va devenir ça, qui lui est... Ou tant qu'à ça, il aurait dû juste faire des spin-offs. Ça se déroulait même pas sur la planète du film original non plus. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Bref, voilà pour Alien Romulus. Sinon, à New York, il y avait 2 cérémonies de awards, de trophées de récompense. Okay. Ça part le bal de la saison des On a-tu gagné quelque prix. chose? Ben non. Média de l'année? Non, pas encore. Okay. On attend toujours la nomination un jour. Ouais. Il y avait deux remises de prix. Alors, il y a celle des New York Film Critics Awards et les Gotham Awards. Alors, je vais débuter avec les New York Film Critics Awards, qui généralement, le grand gagnant se retrouve 90% du temps, au moins en nomination comme meilleur film. Là, c'est pas une grande surprise. Mais eux, leur période, s'ils le font déjà là, ils couvrent-tu les films de décembre qui sont comme pas sortis ou... Tu sais, mettons Portings là, qui sort le 8 en limité puis le 22 partout, ou ça va être comme l'an prochain? T'sais. Bonne question. Ça, je sais pas. J'ai pas vu les nominations, j'ai juste vu les gagnants. Okay. Alors, meilleur film, Killer of the Flower Moons. Ouais. Et Lily Gladstone, meilleure actrice, quand même. Meilleur acteur, c'est Franz Rogowski de Passages, que j'ai oublié d'aller voir c'était quoi le film. Mais je sais pas. J'ai comme le... Regardez un peu pendant que tu continues, vas-y. Si je le trouve. Mais tu sais, Passage, il me semble qu'il y a beaucoup de films qui s'appellent comme ça. Ouais, c'est ça. J'essaie de mettre une image, mais j'y parvenais pas. Alors, regarde ça. Acteur-actrice de soutien, c'est Charles Moulton pour May December, qui est un film de plateforme. Ouais. Qui a un gros buzz là-dessus. Et actrice de soutien, c'est Devine Joy Randolph, qui était dans The Holdovers. Oui, OK, le kid, ça? Non, la comédienne noire, okay. Passage, on l'avait vu, c'était le film avec Adèle Exarchopoulos, puis l'anglais, c'était le film de Hirasach, avec Ben Whishaw, puis Franz Rogowski. Oui, Fait que Franz Rogowski, c'est le cinéaste allemand. D'accord, c'est ça. Donc le titre, voilà, m'évoquait quelque chose, mais je le visualisais pas. Alors, fait que oui, c'est lui qui, en plus, il zozote un peu. Là. Ouais. Fait que c'est une bonne performance, mais il est détestable, mais en tout cas, il se fait briser un peu au travers de ça. Donc, voilà pour les New York Film Critics. Il y a aussi animation. Peut-être une surprise, je pense, qui pourrait se concrétiser, The Boy and the Heron de Miyazaki. Bon, ça a été mon guess. Puis cette année, vu que l'animation américaine est relativement plus faible, je pense que ça pourrait être, vu que c'est son comeback en plus à Miyazaki. Là, fait que, c'est sûr. Si j'ai l'impression qu'il pourrait avoir le score. Qu'est-ce qui serait plus réussi? Il y a Spider-Man, par exemple, j'ai oublié. Est-ce qu'on va vouloir... Ouais. Mais... Je sais pas, le premier avait déjà remporté. C'est vrai que le deuxième est bien, mais considérant qu'il est à suivre et tout, je pense que ça y enlève quelque chose. Puis, tu sais, c'est des votants, là, aussi, au-delà de la qualité du film. Puis, je peux pas croire que les gens seraient tellement fâchés. Je sais pas, tu sais,
il me semble que tu vois Miyazaki sur le bulletin de vote, puis tu votes pour lui, même si t'as pas vu le film. Là. Fait que c'est quasiment... pour le pool des Oscars, là, moi, je pense que c'est plus une valeur sûre. Ça. Ben, moi, je pense que oui aussi. En tout cas, on verra pour le restant des autres... Je peux pas croire que Troll 3, avec le retour d'Ensing, battrait... Ça, on l'a pas vu encore, là, justement. Ça va être la semaine prochaine. Du Barry, je pense. Et meilleur film international, et là, la France va peut-être regretter son choix, Anatomie d'une chute. Ah oui, OK, c'est ça. Ouais. Qui, d'ailleurs, a gagné aussi au Gotham Awards, Anatomie d'une chute. Ben oui, c'est meilleur film étranger. Gotham Awards, généralement, c'est une cérémonie qui récompense les films plus indépendants. Okay. Cette année, on a changé le règlement. En fait, il y avait comme un cap de budget de 35 millions. Fait que tous les films en haut de ce budget-là n'étaient pas admissibles. Ça a changé cette année. Donc, ça a quand même permis des nominations. Ils ont-tu monté le budget ou c'est juste rendu illimité? Illimité. Ah, OK. Donc, ça a permis à Killer the Flower Moon non, excuse-moi, il était en nomination, mais c'est Past Lives qui a remporté meilleur film, quand même. Mais Lily Gladstone a remporté encore une fois meilleure actrice. Alors, je pense que ça la positionne fortement. Et acteur de soutien également, Charles Moulton. Donc, je pense que ça va avoir vraiment un buzz avec la performance de ce comédien-là. Eh bien. Alors, à suivre pour les autres cérémonies qui arriveront dans les prochaines semaines. Sinon, bande-annonce? Ben écoute, moi, je pensais qu'il n'y avait rien. Puis là, hier soir, jeudi soir, bing, badaboom, pow, Furiosa, A Mad Max Saga. En fait, c'est sorti, il y a un Comic-Con au Brésil en ce moment. C'est dans le cadre, fait qu'on va peut-être avoir des trucs d'ici. J'ai vu CXPX23, mais à l'affiche en mai 2024. C'est pour ça que ça m'a surpris. 24 mai 2024. Fait qu'autant d'avance déjà de voir cette bande-annonce-là. Tant mieux. Fait que j'imagine qu'il va y avoir 7-8 bandes-annonces. C'est Furiosa, c'est George Miller. On a déjà parlé un peu du déroulement du film et tout. Fait que rapidement, là, George Miller, quand il avait fait plein de Mad Max, il a disparu et il est revenu avec Mad Max Fury Road avec Tom Hardy. Et c'était Charlize Theron qui jouait Furiosa, une fille qui manque un bras, les cheveux rasés, super badass. Fait que là, on fait un prequel à ça en disant Who is Furiosa? Et elle est jouée par Anya Taylor-Joy. Et il y a aussi Chris Hemsworth qui est quand même assez non méconnaissable. C'est ça? Il a fallu que je regarde, je pense, 2 fois la bande-annonce. S'il n'avait pas montré son nom, j'aurais pas su. Il y a une séquence, je le voyais un peu plus, mais il y en a certaines, j'avais encore l'impression que c'était un autre personnage. Très bien maquillé. Ouais, c'est ça. Ils ont la face beurrée puis tout. Écoutez, c'est des chars dans le désert, ça va pas bien, puis il y a des méchants qui veulent capturer le monde, d'autres qui veulent se sauver. Fait qu'on va comprendre un peu c'est quoi son deal, qu'est-ce qui l'a amené à venir défendre toutes les femmes comme ça, peut-être comment elle perd son bras, j'imagine. Pourquoi elle se rase les cheveux, plein de questions comme ça. Alors, ça sort le 24 mai, je pense que ça va être quand même épique. Si on se fie à Mad Max Fury Road, Fury Road avait surpris beaucoup de monde en pensant que ça allait être un blockbuster débile, il était super excitant. Je connaissais des gens qui détestent le film, je leur parle plus. D'accord. Mais non, j'aimerais bien ça le réécouter. On se souvient aussi du gars qui joue de la guitare. Peut-être qu'on va avoir son prequel à lui aussi. Là, mais... Oui, parce qu'on dit bien Mad Max Saga, donc ça ouvre peut-être la porte à d'autres j'ai l'impression explorations de personnages. C'est ça. Ça, je trouverais ça plus intéressant de dire voici cet univers-là très étrange et unique, post-apo, machin. Fait que inventons des bonhommes puis suivons-les que faire 3 films sur Furiosa. Là, oui, tout à fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'on fait souvent des prequels de méchants en disant ils sont pas si méchants que ça. Là, puis j'en parle à chaque fois, j'ai vraiment ça parce que je trouve que tu rates toujours ta cible. Mais là, c'est cool parce que c'est comme une héroïne anti-héroïne badass. Fait que c'est bien. T'sais. Puis je crois qu'elle est plus intéressante que le personnage de Tom Hardy qu'on voit au début juste prisonnier et tout. Là. Bref, moi j'ai bien hâte de voir cette affaire-là, les couleurs blastées, là, le sable, les oranges pétants puis tout, là, je pense que ça va être un bon show là, de cinéma. Écoute, il faut le rappeler, le film Fury Road en 2015 avait été nominé pour 10 Oscars quand même pour un genre de film. Il a gagné quoi au 6 final? Oscars quand même au total. Des prix techniques? Maquillage, direction photo, montage, son évidemment, donc... C'était vraiment là, un fait incroyable pour un film de genre, là, parce que c'est rare que ça arrive aux Oscars quand même. Là. Puis là, je me demande, je me souviens plus par cœur s'il y a d'autres films qui sûrement, mais qui sortent le 24 mai, puis là, au lieu d'un Barbenheimer, on pourrait avoir un Mad et le titre de l'autre film, une nouvelle... C'est pas Kingdom of the Planet of the Apes, cette fin de semaine-là, je pense. C'est vrai, mais là, c'est pas du counter-programming, c'est la même affaire. En tout cas, c'est la même affaire. C'est quand même un peu les mêmes gens. Non, je pense que finalement, lui, il était venu prendre la place de Deadpool. Ça se peut-tu? Il me semble qu'on avait parlé. Ça avait changé, il me semble que les Planètes des Singes étaient encore au 24 mai. Maintenant que c'était un autre non, c'était Fall Guy qui avait pris la place de Deadpool. Ouais, c'est ça. Là, lui, il est rendu 3 mai. Ouais. C'est ça, ouais.
Puis, et en tout cas, en partant du 1er mars, c'est Dune qui a pris le 1er mars. Puis Furiosa, ben ça va être Warner Bros. Puis Planète des singes, Disney. Fait que les deux peuvent rester là, puis ils se battent. Camion contre singe. Tout à fait. En fait, ouais, c'est ça, espèce de personne weird sur camion contre singe sur cheval. Les deux avec des genres de lances. Je préfère le crossover. Ouais, c'est ça. Comme des jeux vidéo de combat. Maintenant, c'était DC contre Marvel, je pense. Dans les Mortal Kombat. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un jeu. Ça, puis ouais, tu peux te péter la gueule. Fait qu'imagine ça, là, genre de Twisted Metal avec des singes à cheval. Bref, moi, j'ai vraiment hâte. Je pense que j'ai pas toute la liste sous les yeux, mais c'est un des films que je vais attendre le plus de l'été prochain. Ouais, même si on parlait en bien de la planète des singes, curieux de voir, mais je pense que ça, c'est excité comme un petit garçon là, quand écoute ces films-là, oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr que t'aimes ça, toi, les cascades de voitures. Hein? Je pense que c'était quelque chose avec ça vient répondre à un besoin. Quand j'étais jeune et que... T'avais pas d'Hot Wheels quand t'étais jeune? Non, j'avais les autos, mais j'avais pas les pistes que t'es lances puis qui font des loops. Ouais, c'est ça, un loop et tout. Mais... j'avais sur le premier ordinateur qu'on a eu peut-être en 95-16 le jeu Monster Truck Madness. Okay. C'est un jeu de Bigfoot, tu faisais des courses de Bigfoot. Fait que je suis jamais allé au Monster Truck, au centre Vidéotron, au Colisée ou n'importe quoi, parce que je trouve ça quand même pecno, au Super Motocross, des affaires de même. Mais j'aimais jouer à ce jeu de gros Bigfoot avec mon cousin, que je salue s'il est à l'écoute. Et fait que ouais, j'ai comme cet imaginaire-là. Je suis quelqu'un qui aime, c'est comme un peu... ceux qui aiment les films vraiment de fusil puis qui aiment toute cette ultra-violence, mais que dans la vie, tu veux pas avoir de fusil puis tu veux tirer personne, ben c'est un peu pareil. Je suis vraiment pas quelqu'un d'auto, mais les autos au cinéma, ça me fascine parce que c'est comme un personnage, c'est le prolongement des fois du sexe du personnage et des choses comme ça. Fait que, ouais, je trouve ça épatant. Mais c'est pour le divertissement plus que vraiment à capoter sur des chars. Là. Comme plusieurs, mon personnage préféré était le guitariste... fou, qui est l'équivalent dans Napoléon du drum roll. Là. Tu t'en vas à la garde, tu joues du drum, mais toi, genre, tu joues des gros riffs de hardcore, de guitare électrique devant un pick-up avec tout l'exhaust là, qui te revole dessus. C'est du génie. Voilà. Alors, à découvrir en mai 2024. Attaquons les sorties de la semaine. Oui, tu veux commencer en... Allons-y avec mon coup de cœur de la semaine. Ouais. Dream Scenario de Christopher Borgli, qui est un Norvégien. Quand même un jeune réalisateur dans la trentaine. C'est seulement son 3e long métrage. Premier aux États-Unis. Premier aux États-Unis. Donc, je pense que c'est un cinéaste absolument à surveiller. Oui, puis qui met en scène en scène? Oui, quel drôle de lapsus. Un jeune acteur, Nicolas Cage. Oui, bien sûr. On dit du bien de lui. Oui, c'est ça. Non, Nick Cage qui est je sais pas, ça doit être genre son 113e projet, là, si on compte toutes les... Qui est capable du meilleur comme du pire, puis c'est ça qui est fascinant. Oui. Fait quand on le voit arriver dans des scénarios, des histoires un peu folles comme ça, là on dit là on va peut-être avoir Crazy Cage puis que ça va être genre vraiment cool. Et c'est vraiment cool, mais c'est pas Crazy Cage. Il est très investi, il est pas il fanfaronne pas comme les films d'action de série B. Avec une certaine retenue, heureusement. C'est ça, mais seulement quand il est maquillé, je pense comme des bons films. C'est un bon Nick Cage. C'est ça, OK. Quand il n'y a pas juste les cheveux teints en noir pour avoir l'air d'avoir encore 34 ans. Là. Bref, Scénario Drive qui, parenthèse, est disponible juste soit en anglais ou en sous-titré français. Il n'y a pas de version française. Il joue le rôle d'un professeur d'université ou de college, je ne sais plus, université, qui est comme bien terne, bien ordinaire. C'est un gars de lettres qui il étudie un peu comme les fourmis puis la biologie puis ces affaires-là, mais il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Il veut écrire une thèse puis un livre parce qu'il a des idées, mais il aboutit pas à ces affaires-là, puis il est juste bien normal. Sauf que du jour au lendemain, pour aucune raison, il devient une célébrité parce que tous les gens rêvent à lui. Les gens font des rêves, puis il est là, il est debout dans le coin, puis là, de fil en aiguille, ils vont finir par apprendre que c'est lui. Fait que là, il va essayer d'exploiter ça pour mettre en scène qui il est. Lui, il veut pas se mettre à vendre n'importe quoi, mais juste promouvoir son espèce de succès d'érudit. Mm-hmm. Mais tout ça va tourner tranquillement au cauchemar quand les rêves vont tourner au cauchemar. Fait que c'est une genre d'analyse de la célébrité parce que là, les gens vont le voir dans leurs rêves, mais qui les attaque, qui les défend pas, des choses comme ça. Fait que là, il
l'image de la terreur, si on veut. Tout à fait. Alors, sa vie devient un enfer. C'est un film qui est coproduit par Ari Aster, qui a fait Beau is Afraid, voyons, comment ça s'appelle? Midsommar, tout ce genre de film weird aussi. Ouais. C'est pas purement un film d'horreur. C'est plus une comédie d'horreur, comédie noire d'horreur, je dirais. Là. C'est ça. Parce qu'il y a certains. Quand les rêves deviennent cauchemars, des fois, c'est un peu c'est graphique, mais il n'y a pas des codes pour nous faire peur. C'est juste qu'on ne se gêne pas que s'il tue quelqu'un, ben, on va le voir tuer ou décapiter la personne, mettons. Fait que ça se classe comme... C'est un film de genre, là, comme on dit, là, en deux cracks un peu. C'est pas sans rappeler là, l'espèce de vague à la Charlie Kaufman. Là. Un petit peu weird, déconnecté. Tu sais, Eternal Sunshine, là, on joue un peu dans les rêves. C'est sûr que quand il est dans les rêves, il est pas conscient. Mais nous, quand on regarde le film, quand il y a un changement de scène, on se dit tout le temps, OK, ça, c'est la réalité ou c'est un rêve? Puis là, il se passe de quoi? Tu comprends que, OK, oui, c'est trop weird, c'est un rêve. Ou, ah non, OK, là, c'est la vraie affaire. Tu sais. Vas-y, je te passe. Oui, je pense que tu as mentionné que Charlie Kaufman, qui est le comparatif assez intéressant. On pense à Being John Malkovich, Adaptation, ou tout ça. On n'est peut-être pas dans ce registre d'humour-là, un peu plus sérieux, mais c'est une proposition complètement originale qui est difficile à comparer à d'autres. Et je salue cette audace-là. C'est un film, justement, différent. Profond aussi, critique sociale. On aborde évidemment la célébrité, les réseaux sociaux, le rapport au végétariat, le phénomène de culture war, de cancellation, d'annulation. Fait que c'est jouissif, c'est tellement bien écrit et ça aurait pu être un choix risqué avec Nicolas Cage parce qu'on ne sait jamais, comme tu dis, qu'est-ce qu'il va nous donner. Je pense que le réalisateur a eu la main heureuse. En fait, du moins, il a bien dirigé parce que Nicolas Cage est vraiment excellent. Ouais, il a compris où allait le film. Ouais. Fait que des fois, on voit des relents un peu de lui, de son maniérisme qui est propre à Cage, mais comme à petite dose, puis comme je disais souvent, là, un peu plus subtil. Là. Ce qui est intéressant, c'est que de la manière que le film est, ils lui ont donné dans les rêves, mais pas quand il est dans la réalité. Tu sais. Fait que ça lui permet de le faire un peu. Fait que non, si vous aimez des petits films audacieux, là, Dream Scenario, j'ai pas été déçu. Puis faut faire attention, si vous avez vu la bande-annonce, le film est pas complètement amené de la façon que la bande-annonce laissait présager. Okay. Moi, j'avais comme l'idée qu'il commençait peut-être à interagir dans les rêves et à prendre le contrôle des rêves, mais on n'est pas du tout là. Tout reste vraiment un peu anecdotique, anodin. Puis je pense que j'ai plus préféré ça, effectivement, là, que ça reste tout ça mystérieux, mais non, vraiment... un gros plaisir avec Dream Scenario. Ben, évidemment, c'est pas un film qui va générer 172 millions de dollars, mais je pense que ça va s'inscrire très bien dans la carrière, dans le CV de Nicolas Cage, de ses bons films weird, dramatiques. Puis je reste en ligne directrice complète avec le studio A24 qui produit ce genre de film-là, qui est un des rares à Hollywood de faire des choses un peu différemment. Puis parler du réalisateur, j'ai eu un entretien avec lui, puis je le connaissais pas, Christopher Bogley. J'ai pas vu ses deux autres films, mais ça m'a vraiment donné le goût de les voir. Puis il disait en fait la conception du film est partie du personnage et non du concept de l'histoire. Okay. Fait qu'il travaille vraiment sur une idée, une histoire d'un homme dans la cinquantaine, prof drabe, qui a une vie plate, et tout ça. Puis c'est en étudiant un peu la psychologie, puis des trucs comme ça que finalement il y a comme décidé de joindre les deux idées ensemble puis de faire un film. Puis il s'est inspiré beaucoup d'un de ses films préférés qui est A Nightmare on Elm Street de Wes Craven. Ah, OK, ouais. Alors, où que l'on l'utilise pour l'horreur, mais il a amené ce concept-là. Donc, c'est né de son amour un peu pour ce film-là. Puis c'est vraiment un film sur la vie puis ce qui arrive à ce bonhomme-là, parce que dans le fond, c'est une raison inexpliquée qui apparaît dans un rêve. Puis on cherche pas tant à... Il y a probablement dans cet univers-là des gens qui se posent la question, mais lui, il devient pas une bête de laboratoire scientifique ou c'est pas que secrètement, c'est lui qui a manipulé une machine qui fait... C'est juste comme... Imaginons que ça arrive, puis il faut juste l'accepter. Là. Puis le film navigue audacieusement en différents tons et un peu comme dans le drame familial un peu au début, puis après ça, on tombe un peu dans la satire, un peu dans l'horreur. Fait que ça bascule beaucoup dans le drame aussi, plus humain à la fin, parce qu'évidemment, ça va laisser des répercussions sur le personnage principal. Fait que je trouve que c'est un film très crédible. Il y a le moment où il rencontre comme une firme de
de marketing, mais un peu individuel, là, comme qui travaille avec, mettons, des influenceurs des choses comme ça. Fait que là, évidemment, c'est parce que lui, il devient l'ultime influenceur. Tout le monde rêve à lui. Fait qu'à cette heure, il suffit de l'associer à des produits. T'sais. Puis c'est Michael Cera qui run cette compagnie-là. Là, puis j'aime vraiment ça. Tu vois comment il pousse quelque chose, mais selon la réponse de l'autre, il dit ouais, t'as raison, mais tu sais, il essaie toujours de le ramener puis de l'amener à quelque part que dans le fond, ça ne tente pas d'aller. Là. Fait que je trouve ça super bien. Là. Et Michael Cera, je veux dire, même à petite dose, c'est toujours bienvenu. Oui, c'est ça, j'adore comme comédien. Puis, même dans le film, il y a une partie là, qui est une excellente satire justement du monde de la consommation, puis des influenceurs, et je trouve que c'est une magnifique trouvaille à ce niveau-là. Fait que. Écoute, découvrir, si vous nous écoutez récemment, vous savez qu'on aime les films un peu étranges. Alors, ça tombe direct dans nos cordes. Alors, c'est comme un two thumbs up, là, on peut le voler à vraiment, ouais. Moi, c'est dans mes coups de cœur de l'année, assurément. Sinon, allons complètement ailleurs, parce que là, est-ce que c'est un début d'une nouvelle mode? On l'a vu avec Violent Night l'année dernière. Ouais, c'est ça. Cette année, c'est Silent Night. L'an prochain, ce serait quoi? White Christmas, peut-être, je sais pas. Ben là, il y a André Rieu qui fait White Christmas, mais c'est pas pareil. Oui, Silent Night de John Woo. Donc, film d'action ayant pour thématique Noël. Oui, je dirais surtout soi-disant film d'action ayant pour thématique d'être muet. Ouais. Avant ça, parce qu'on en reviendra sur le côté noëlé du film, le protagoniste, c'est un peu construit dans le désordre, mais c'est pas un secret que son garçon est assassiné d'une balle perdue pendant qu'eux célébraient le 24 décembre, ouvraient leur cadeau, tout allait bien. Et là, il y a une genre de guerre de gang en auto qui passe en se mitraillant. Leur garçon meurt, lui est blessé, perd la voix, perd les facultés de parler et de communiquer. Fait qu'il va bâtir tranquillement sa vengeance en apprenant par lui-même tous les skills d'autodéfense, de conduite, de tir à l'arme à feu pendant 1 an, au détriment de son couple, jusqu'à ce que le 24 décembre de l'année suivante, il puisse aller prendre sa vengeance sur ce cartel de petits méchants du Texas. Et c'est ça, comme il se fait assassiner le 24 décembre, prend sa vengeance le 24 décembre, il y a Noël autour de ça. Mais écoute, on tombe dans la portion commentaire. On est au Texas. Puis parce que d'après moi, il y avait un jeu de mots avec Silent Night, puis la chanson Oh, Silent Night, nanana. Mais ça aurait pu se passer, mettons, à l'anniversaire du garçon qu'on voit sa pierre tombale, je pense que c'est le 20 mars. Ça aurait pu être sa fête le 20 mars, sa vengeance le 20 mars suivant, avoir pas Noël, puis ça a arrêté ça. T'sais. Allez-y pas pour la magie de Noël. Mais comme Die Hard, on dit toujours c'est un film de Noël parce que ça se passe dans le temps des fêtes, dans les parties de bureau, puis blablabla. Celui-là aussi, c'est clair, c'est un film de Noël. Probablement qu'à un moment donné, ils se sont dit hey, on va le sortir en décembre. Le titre avec le jeu de mots. Oui. Fait que, parce que tu sais, en français, l'an dernier, c'était vraiment une comédie, là, Violent Night, puis il l'avait traduit par Ô violente nuit, qui est un peu l'équivalent français de la chanson. Mm-hmm. Mais ici, c'est Vengeance silencieuse. Puis ça n'a pas rapport avec Noël, tu sais. Mais. Bref, il y a un peu de Noël dans le film. C'est une chanson qui existe que je ne connaisse pas. C'est ça. Mais il n'y a pas de bonhomme de neige et tout. Non. Mais là, c'est ça. Comme lui est muet, tout le monde est muet. Fait que c'est un exercice de style. Les seules paroles qu'on entend, c'est des fois, il écoute la radio. Puis là, il y a des petites mises en contexte des animateurs. Puis aussi, il s'envoie des SMS pour communiquer. Fait que là, on les voit à l'écran écrits en anglais. Mais tu sais, à part ça, si le film joue en version française, en version anglaise, ça va être la même affaire. Fait que voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est John Woo qui revient. Lui qui n'a pas fait de film, je m'excuse pour cette blague-là, qui n'a pas fait de film aux États-Unis depuis 2003. C'était Paycheck qui avait été difficilement reçu d'ailleurs à l'époque avec Ben Affleck quand il commençait à devenir une star d'action. Ouais. Puis puis son autre film d'avant, Wind Talkers aussi, n'avait pas super bien fonctionné. Pas fait quoi. Moi, je me souviens. C'est les briseurs de côte d'Amérindiens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, OK. Je connais pas. Fait que moi, je pense coup sur coup, il y a eu 2 échecs. Puis il est comme parti retourner en Chine où il a fait quelques films dans les dernières années. Moi, on parlait de Nick Cage, Coco Crazy, c'est Face Off, Double Identité, Double Visage, je pense qu'il s'appelait au Québec. J'ai vu ce film-là plein de fois, je l'ai réécouté récemment. C'est mauvais, mais c'est bon, là. C'est ça, c'est ridicule, mais c'est pas mauvais, c'est ridicule. C'est ça. Mais si on accepte la prémisse puis on se laisse s'embarquer, c'est un maudit bon film d'action. Puis après, ça fait 2 personnes intuables, puis là, c'est drôle, là, le fait qu'ils s'inversent, c'est intéressant, puis c'est devenu 2 acteurs plus grands que nature qui font des bons et des mauvais choix cinématographiques et tout. Fait que ça vieillit bien considérant ce que sont devenus les comédiens aussi. Bref, ça, c'est pour Face Off. Là. Mais
Ouais, c'est ça. Fait que lui, il est reconnu pour être dans l'action, avoir quand même son style que... T'avais l'air mitigé à la sortie du film, mais j'y ai repensé. Puis, tu sais, il y a beaucoup de plans séquences, d'action. Oui, on le voit. On voit l'utilisation des ralentis, des gros plans, l'utilisation de la musique avec la caméra qui tourne. Tout est un peu là. Mais je trouvais que c'était à plus petite échelle. Je comprends que c'est un film à plus petit budget aussi. Là. Il n'y a plus les budgets de Mission Impossible et de Face-Off. Là. Donc, mais je trouvais que c'était comme un peu une pâle imitation de John Woo. Là. Je trouvais que... Ben, moi, ce que j'ai l'impression, on n'a pas dit, c'est Joel Kinnaman qui a le rôle principal qu'on a vu. Moi, j'ai surtout découvert dans la série The Killing, si je me souviens bien, ça s'appelait sur Netflix il y a plusieurs années. Récemment, il a fait le reboot de Robocop, là, qui était quand même un peu une catastrophe. Ben, c'était lui, puis il est dans les... c'est un des rares qui a survécu aux 2 films des Suicide Squad. Il était dans les 2. Je pense qu'il y a juste lui et Margot Robbie qui ont survécu à ça. Puis, j'ai l'impression, parce que c'est produit par... c'est-tu 87 North ou c'est juste un des gars de John Wick? Ouais, c'est un des gars, c'est un des producteurs. Moi, j'ai l'impression que dans le cas de John Woo, c'est comme un film de commande. C'est juste mon feeling. C'est qu'on a créé cette histoire-là. On a dit, hey, c'est à la mode les séquences d'action... très chorégraphié et tout. Kinnaman fait toutes ses cascades lui-même. C'est super bien fait pour ça. C'est un bon film. Tu sais, le fameux training montage, là, que d'habitude, ça dure 3 minutes 30. Ben là, il dure comme 35 minutes, son training montage. Là. Ce qui est intéressant parce que, tu sais, son personnage est un électricien, puis d'habitude, on aurait soit mis un ancien Marine, fait qu'il a déjà les skills, ou quelqu'un qui sort de nulle part, mais que soudainement, il est bon partout. Mais tu sais, lui, première fois qu'il va tirer de l'arme à feu, il est pourri. Tu sais, il est quand même en forme, mais mettons, il est plus en forme. Fait que, tu sais, tout ce côté-là est intéressant là, d'appliquer un certain réalisme, mais au final, quand il commence à se battre puis à aller se venger, ben là, la gravité puis certaines lois perdent un peu de réalisme. C'est sûr qu'on sent l'influence de John Wick là, derrière le film, évidemment. Là, je pense que ça teinte pas mal tous les films d'action d'aujourd'hui. Mais puis non, tu soulèves, il y a quand même des choses intéressantes, des idées intéressantes. De la part de John Woo, ayant connu sa glorieuse époque, je trouve que je m'attendais un petit peu plus au niveau d'action, bien qu'il y en a beaucoup quand même. Ouais. Mais je sais pas, je m'attendais à un peu plus d'inventivité. Là. Fait que c'est pas un mauvais film d'action, au contraire. Mais je pense que j'avais peut-être des petites attentes considérant que c'est où. C'est ça, puis la prémisse qui est intéressante, c'est que c'est un film sans dialogue. Mais je pense que le film, c'est mon avis personnel, aurait juste gagné à ce que, oui, lui communique pas, mais que les autres communiquent. Puis, tu sais, pas beaucoup, que je comprends, là, pas que ce soit juste lui qui dit rien, mais que au niveau des autres, c'est bizarre des fois qu'il fasse juste y mettre une main sur l'épaule avec un demi-sourire compréhensif. Puis, tu sais, comme, tu sais, cette personne-là, elle parlerait quand même, là, tu sais. Oui, il y a un petit décalage que, visuellement, à l'écran, il y a des choses qui font étrange, tu sais, fait qu'au niveau du concept, je peux comprendre dans sa tête, oui, ça marche, mais comme spectateur, tu regardes ça et tu dis, ouais, mais ça fait un peu étrange. C'est quelque chose qui passe un peu moins bien. Il y a plein de moments, c'est filmé, que c'est normal que les gens se disent rien, des regards de loin, des choses comme ça, mais des fois, il est tellement proche des gens qu'il devrait avoir une légère interaction. Bref. Fait que c'est juste ça, mais je pense qu'on a focusé sur le concept. Ça me rappelle un peu, je l'avais pas vu, mais Hardcore Henry, mettons, qui a été fait il y a quelques années avec Sharlto Copley, puis là, c'était faire un film first person. Fait que il se passait plein d'affaires complètement absurdes. Là. Je pense que la personne mourait puis revenait puis tout, mais c'était comme un jeu. Là. Tu voyais juste ses mains, puis le monde y parle, puis il donne des guns, puis là, il tire plein de monde, puis tout. T'sais. Fait que, bref, je trouve ça bien d'arriver puis de vouloir un peu diversifier le genre avec ça. Ah oui, il n'y a pas de. Puis là, je pense que pour mousser, c'est ça, on l'a campé autour de Noël et etc. Là. Fait que, bon, prenons-le comme ça, mais c'est pas. Ça ne deviendra pas un classique de Noël. Je pense pas. Non. Dans le genre, honnêtement, j'ai de loin plus apprécié Violent Night, personnellement. C'est parce que là, lui aussi, il faut dire, il n'est pas comique. Parce que ce qui est comique des films, c'est des répliques, c'est des personnages qui sont drôles, mais là, personne ne parle, fait que personne n'est drôle. Fait que c'est un drame d'action. Un suspense d'action, mettons. Puis, mais il y a la comédienne qui joue dans le film, qui est Catalina Sandino Moreno, qui joue la femme de Kinnaman, c'est ça. Qui sera dans Ballerina, dans le prochain film. Donc, même si elle n'a pas un rôle majeur, mais elle avait quand même une présence charismatique, je trouvais, à l'écran. Puis, en fait, elle a été déjà nominée aux Oscars en 2004.
Ouais. Pour le film Maria Fall of Grace, que j'ai jamais vu, qui est un film américano-colombien. Elle est colombienne. Donc, ça a comme fait exploser. C'est son premier film, nomination aux Oscars et tout ça. Fait que c'est sur le trafiquant de prostitution et tout ça, humaine en Colombie. Fait que je pense que ça m'a donné le goût d'aller voir ça avec elle. Voilà. D'aller voir ça avec elle. D'aller voir ça, d'aller la voir. Je comprends. Écoute, ça, c'est les films majeurs à nos sens, mais dans les autres sorties, il y a la comédie sentimentale Les Feuilles mortes de Aki Kaurismäki. Fallen Leaves dans son nom international et je vous épargne son nom finlandais. Qui est, moi, j'étais là, j'aime ça, des petits films européens comme ça, un peu indé, comédie, un peu justement noir, on n'est pas trop sûr. C'est pas une rom-com, mais il y a un peu de tout ça là-dedans parce qu'on va suivre l'espèce de naissance tranquille là, d'une histoire d'amour entre une employée qui est très précaire dans son emploi, puis un autre jobber alcoolique quand même, fait comme... C'est un film assez bref, là, de genre 1h20, mais tu sais, comment c'est un peu difficile qu'ils commencent à pouvoir se rencontrer parce qu'il arrive plein d'événements. Il y en a qui perdent leur job, il y en a que la boisson cause des problèmes, etc. Mais moi, je savais pas c'était qui ce mec-là, Harry Kaurismäki, mais c'est son 20e film. Oh, quand même. Fait que c'est pas, il passe ses premiers faits d'armes. Le film a été présenté à Cannes, où il a remporté pas la Palme d'Or, mais le prix du jury quand même. Mm-hmm. Et il représente la Finlande pour l'Oscar du meilleur film international. Et c'est comme une suite de sa trilogie des Travailleurs. Fait que c'est pas des personnages qui suivent, mais c'est... il avait fait un film... en fait, ça serait le 4e film. Là. Il avait fait Ombre au paradis en 86, Ariel en 88, puis La fille aux allumettes en 90. Fait que c'est des films qui viennent défendre un peu les travailleurs, l'espèce de classe ouvrière oubliée, si on veut. Mm-hmm. Fait que c'est pas aussi... il n'y a pas une position sociale aussi forte, mettons, qu'un Ken Loach ou un Dardenne. C'est pas revendicateur. Non, c'est ça, parce qu'on va plus suivre juste le destin de ces deux personnages-là. Mais tu vois que c'est ça, là, lui, il a comme quand même un job de merde. Ils ont des petits appartements, le coût de la vie doit être assez élevé. Des histoires avec, tu sais, aussi, elle travaille dans une épicerie au début du film, puis, tu sais, la bouffe périmée qu'il faut jeter, puis que c'est impossible de la donner ou de la vendre à rabais, puis c'est ce côté de profit-là qui a amené fait pas de sens, puis que des sans-abri qui viennent voler de la bouffe dans du dumpster diving, dans le fond. Là. Puis c'est pas juste, je veux dire, en Finlande, il y a ça au Québec. Là, ça avait circulé avec les couche-tard il y a quelques mois, là, justement, là, tous les produits encore bons qui jetaient, puis que c'était interdit des données ou quoi que ce soit. C'est un rythme quand même assez lent dans l'observation. C'est une facture visuelle qui peut déplaire à certains, mais plaire à plusieurs. Là. Je trouve très européen dans cette facture-là. Beaucoup des caméras assez stables, des plans symétriques, des choses comme ça. T'sais, ils vivent dans des petits dortoirs pourris puis tout. Fait que c'est pas une grande mise en scène. Mais il y a plusieurs clins d'œil au cinéma. D'ailleurs, ils vont au cinéma dans une date, un espèce de vieux cinéma avec des fauteuils rouges. Ça fume la clope beaucoup. Fait qu'il y a comme quelque chose de... qui dit pas nécessairement que c'était mieux avant parce qu'ils sont un peu misérables, mais qui célèbrent cette simplicité-là, si on veut. Mm-hmm. Puis je trouve ça drôle. Ils vont voir pour leur date The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, qui est quand même un film assez récent. Et il y a à la fin aussi là, le plan final qui est un petit clin d'œil à un film de Chaplin, Les temps modernes, si je me souviens bien. Et Les Feuilles mortes, ça fait référence à la fameuse chanson qui a été composée par Joseph Cosma puis Jacques Prévert, là, puis beaucoup popularisée par Yves Montand, là, qui est un classique jazz. Là. Je me souviens que quand j'étudiais en musique, là, c'était des tunes bref qu'on aimait ça. Okay. Les Feuilles mortes, c'est vraiment ça l'appelle. Puis là, ça joue, mais version finlandaise. Là. C'est un standard qui a été adapté dans 10 000 versions. Là. Fait que, comme... Je n'ai parlé beaucoup, là, mais je dirais, si vous aimez c'est ça, le cinéma international, le cinéma européen, léger, mais pas fade, là, mettons. Là. Mm-hmm. Je recommande, c'est très bref. C'est un film aussi qui invite quand même pas mal à la jasette après, là, sans être cryptique. Là. J'ai quand même bien apprécié mon expérience. Les documentaires, il y a entre autres Sur l'Adamant de Nicolas Philibert, un documentaire français où c'est une incursion dans un centre de jour en psychiatrie qui s'appelle l'Adamant, qui est une espèce de péniche sur le bord, sur la Seine en fait. Fait que c'est en plein cœur de Paris. Le film a remporté l'Ours d'Or à la 73e Berlinale. C'est vraiment une démarche de... Ça, c'est comme un centre de jour. Fait que c'est comme pour intégrer les gens qui souffrent de problèmes psychiatriques, beaucoup de schizophrénie. Puis
c'est pas nécessairement pour comme qu'ils retournent sur le marché du travail, c'est juste pour qu'ils puissent vivre en société. Il y a des ateliers artistiques, de photos, de cinéma, des discussions, des petits clubs sociaux, des choses comme ça. Fait que juste un peu un genre de maison des jeunes, mais pour des adultes avec des troubles, tu sais. Fait que le film va pas expliquer ça, il va juste présenter tous ces personnages-là très colorés, très attachants à leur façon. Fait que j'imagine que le documentariste a dû comme s'intégrer là-dedans, gagner la confiance, expliquer un peu son projet, puis après il ouvre la caméra puis fait juste discuter avec ces gens-là, qu'on comprenne un peu leur quotidien et tout. Puis à la fin, il y a quelques messages de genre, ça, c'est quand même des endroits qui sont très fragiles, puis que c'est important de continuer à les financer pour encadrer ça. Et c'est le premier volet de lui aussi, il va se partir une trilogie, là, un triptyque sur les unités intra-hospitalières dans Paris. Là. Fait qu'il va y avoir un deuxième volet, puis un troisième qui va être plus sur les visites à domicile, justement, des patients de la Daman. Okay. Fait que... intéressant pour ça. C'est un film qui est de grande qualité et tout, mais sachez ce que vous allez voir. Vous n'allez pas en apprendre plus sur tant la démarche que sur des individus random là, parisiens. Et la comédie dramatique complètement cramée, qui est une comédie assez légère, où la particularité, c'est que John Malkovich, il parle français. Ben oui. Qui joue il est de retour au domaine où il avait rencontré sa défunte épouse, puis là, il va accepter de jouer les majordomes pour essayer d'y séjourner, puis se créer des amitiés avec la dame qui vit là et d'autres domestiques. On a eu Taylor Swift il y a quelques semaines, et d'ailleurs qui joue encore dans certains cinémas, mais là, c'est Renaissance, a film by Beyoncé. Qu'on présentait comme mélange de spectacle et de documentaire, et les premiers échos, c'est que c'est majoritairement le spectacle de sa tournée Renaissance, mais des fois, en 2-3 chansons, là, il y a un petit behind the scenes, là, plus que vraiment un documentaire sur sa jeunesse. Là. Ça, il y en a probablement déjà eu en masse sur Beyoncé. Puis c'est vraiment dit que c'est réalisé par Beyoncé. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Supervisé toute cette affaire-là. Ça dure quand même un bon 2h50, et comme la même image que Taylor Swift et son Eras Tour. C'est juste présenté du jeudi au dimanche dans les cinémas, majoritairement en soirée. Il y a des prix spéciaux un peu plus chers qu'un film régulier. Là. C'est comme un film événement. Fait que ça va être là pour quelques semaines à l'affiche. Renaissance. Et plus limité, les Lions de Cannes reviennent. C'est souvent à cette période-ci, en décembre. C'est juste disponible en sous-titres anglais. Mais c'est le Cinéma du Parc qui nous distribue ça. Alors, certains cinémas ont ça. Le meilleur de la pub compétition internationale, là, qui est un des pendants de Cannois. En fait, je pense même pas que ça se déroule en même temps que le Festival de Cannes. Je pense que c'est un petit peu avant, je crois, mais ce lieu de prestige qu'est Cannes. Et écoutez, c'est pas mal ça. C'est quand même, comme je disais, il y a une ribambelle de films, mais il n'y a pas de superstar. Nick Cage, là, mais en tout cas. La semaine prochaine, c'est Le Garçon et le Héron, que j'ai bien hâte de voir, Miyazaki. Et il y a Poor Things qui sort, mais en sortie limitée. Fait que oui, c'est affiché 8 décembre, mais vous le verrez pas bien. Ça va vraiment être au 22 décembre que la plupart des cinémas vont avoir le droit de le jouer. Je sais même pas si le 8, c'est Montréal ou en fait juste New York puis LA, mais on le met beaucoup de l'avant, mais tu sais, ça va être 8 écrans en Amérique du Nord, genre. Voilà. Puis, comme d'habitude, contactez-nous balado au singulier à commercial-monciné.ca, et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné. Le nouveau vient d'arriver avec la polyglotte Eva Green, qui est du prochain volet. Les Trois Mousquetaires, était dans le premier, mais là, le deuxième s'intitule Les Trois Mousquetaires Milady, qui est le nom de son personnage. Bref, ce nouveau magazine est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province, et on y trouve plein de chroniques dont les meilleures sont rédigées par toi, Patrick. C'est bien gentil. Rétrospective Willy Wonka. On compare un peu les dessous de production des deux films. Entretien avec Patrice Robitaille aussi. Et Kim Thuy, mais ça découle d'un entretien qu'on avait fait avec elle ensemble. Bref, visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et si jamais dans vos rêves, vous voyez moi ou Jean-François, là, c'est peut-être un signe que vous écoutez trop en boucle notre balado.